voulais faire cette vidéo depuis un moment, donc afin de relater un peu ce qui s'est passé en 2024 et donc du coup donner un bilan de ma production et de ma consommation sur le foyer, sachant qu'il y a eu pas mal de modifications, notamment certaines modifications de structure au niveau de mon foyer, donc ce qui explique un peu le changement complet de consommation et de mode de consommation surtout. Si on va dans la partie énergie, on voit justement donc la consommation du jour, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir un peu depuis la période comment se passe en fait cette consommation. Donc 2025, pas vraiment parce que ça a à peine commencé. Par contre, on voit que depuis la création de 2021, 22, 23 et 24, 23 et 24, les infrastructures sont similaires. Par contre, la consommation est différente. D'ailleurs, on voit le gap qui est vraiment différent ici, et j'expliquerai pourquoi. Et ce qui va se refléter aussi en 2025, parce que les appareils qui ont été installés à ce moment-là, en fait, sont vraiment actifs toute l'année depuis. Seront actifs toute l'année, en tout cas. Première chose, c'est qu'on voit que la production est assez similaire, voire un peu moindre. Pas moindre à cause de performance, parce que globalement, c'est les mêmes. J'ai pas vraiment changé la structure entre 2023 et 2024. La seule chose qui a changé, c'est que la période pré-estivale a été particulièrement chaotique par chez nous. Et effectivement, en 2024, on a eu un printemps plutôt étrange et qui a duré quasiment jusqu'à mi-juillet. Et c'est seulement mi-juillet qu'on a récupéré un ensoleillement qui soit respectable. Avant ça, c'était quasiment de la pluie tous les jours, avec un temps gris tous les jours. Donc du coup, ça a duré, la blague a duré quasiment 3 mois. Donc la blague, c'est la météo, c'est comme ça. Mais ça se voit justement sur cette partie production. Si on va dans le détail, donc prenons 2024. Donc 2023, on avait une belle courbe, justement, avec une production assez cohérente, sauf qu'au mois de juin, qui avait été aussi pluvieux. Et puis le mois de juillet et mois d'août, après, on était assez respectable, justement, dans la quantité. Donc on voit qu'on faisait du 700, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce chiffre-là, sa production. Donc 716, 900, ensuite 940, donc on était autour de 900, quasiment 1 méga 2. Ensuite 900, 900, et puis après on redescendait. Donc là l'automne arrivait, donc forcément l'ensoleillement et surtout l'inclinaison change totalement, ce qui fait que les panneaux sont plus du tout à l'optimal au niveau face, et puis la durée aussi, la durée d'ensoleillement complètement change, et on voit que novembre, décembre et puis janvier qui suivait. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit ici, ont été très bas. Par contre, on avait bien commencé février-mars en 2024, et puis en avril, donc on a eu, comme je vous dis, un printemps particulièrement étrange, et on voit qu'on est resté malgré tout quand même plutôt productif, mais vraiment avec un palier très plat, donc on est sur à peu près les mêmes productions sur les 3 mois, et un pic qui est remonté donc au mois de juillet. Mais en fait, on a quand même pris beaucoup de retard, ça a commencé à redevenir correct seulement mi-juillet, ce qui explique pourquoi on a 1 méga et non pas 1 méga 2, comme c'était l'année d'avant. Ensuite, après, ça a redescendu, donc on est stabilisé aussi au mois d'août, et après ça a redescendu, et on revient sur la même logique, qui sont les logiques hivernales, donc inclinaison plus ensoleillement plus durée, donc l'énergie qui est en fait absorbable par les panneaux est beaucoup moins forte, et donc du coup ça explique pourquoi on a ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est cette partie production. Donc si on regarde la partie orange, ici, on voit qu'on a un palier qui est assez régulier, on consomme à peu près toujours pareil, pour une raison simple, c'est le chauffage chez nous n'est pas lié à l'énergie électrique, mais il est lié à du gaz ou du bois. Donc du coup, en fait, cette partie consommation hivernale est assez flat, à peu près tout le temps, pour une raison simple aussi, c'est que je vous rappelle, ça a été un temps pitoyable. Donc du coup, on est resté vraiment sur un temps printanier, voire pas loin d'hivernal, sur toute cette période-là. Et puis après, en juillet, on a eu un changement d'infrastructure, changement au niveau de la configuration du foyer, donc du coup, qui explique pourquoi la consommation a aussi augmenté. Donc c'est ce qu'on voit ici, consommation. Donc là, on est passé à 720 alors qu'on était à 500. Et puis après, ça a augmenté. Et puis là, on est à une bonne consommation hivernale et qui a perduré sur le mois de décembre, et justement qui continue justement, qui est assez régulier désormais. On est toujours autour de 900, un peu moins de 900, mais toujours à peu près dans les mêmes eaux. Donc cette partie consommation, c'est simplement que à cette date, on a remplacé un gros équipement, donc en gros une piscine. On avait une piscine d'ailleurs, je crois qu'on le voit si on va ici.
je l'avais laissée, en fait, on la voit ici. Donc cette piscine n'existe désormais plus dans notre foyer, mais a été remplacée par un spa, et donc un spa de nage qui est beaucoup plus petit qu'une piscine, mais par contre qui intègre le chauffage, qui n'est pas le cas dans celui-là. Donc ça, c'était juste une pompe qui faisait la filtration de l'eau. Désormais, on a une pompe qui fait la filtration aussi, mais surtout un système de chauffage et qui maintient la température sur la valeur donnée, la valeur choisie. Alors, si on revient sur 2024, j'ai dit, pourquoi est-ce qu'on a un changement complet qui se passe ici? C'est que l'équipement a été activé donc mi-juillet, je crois, tout début juillet, et on a commencé à s'en servir. Donc à ces périodes-là, c'était à peu près acceptable, sauf que là, avec la lutte hivernale, en fait, le maintien en chauffe, même si c'est une température plus basse, parce que c'est pas un équipement qu'on peut hiverner comme une piscine, un spa ne s'hiverne pas, ne se vide pas. Du moins, c'est très compliqué à hiverner, à vider. Donc, du coup, on le maintient à une température minimale. Et cette température minimale se bat contre la température minimale extérieure. Donc, ce qui explique pourquoi on a un pic de consommation, notamment là, comparé au mois d'avant. C'est simplement que les équipements doivent se maintenir en chauffe à une température plus basse. Donc, le gros spa se maintient à 15 degrés. Donc, il y a 9 mètres cubes à maintenir à 15 degrés. Quand il fait moins de 0 dehors, forcément, en fait, ça fait beaucoup de consommation d'énergie. Et donc, du coup, ça explique justement cette valeur qui est autour de la même. Donc, 900, on a dit combien? 960. Donc là, on est à 942. Donc, on voit qu'on est à peu près toujours autour de 900. Ici, c'est simplement que, en fait, là, pourquoi est-ce qu'on a une consommation moindre entre là et là? C'est parce que la température extérieure est plus haute à cette période. Donc, du coup, il y a moins de maintien de chauffe, il y a moins de lutte nocturne, parce que c'est principalement la nuit que les appareils se battent avec la température froide. Donc, du coup, en fait, il y a moins de lutte avec la température nocturne, alors qu'à partir de là, en fait, on a une température nocturne qui est beaucoup plus froide. Et donc, l'appareil se bat pour maintenir l'eau à la température fixée qui est 15 degrés. On peut pas descendre en dessous, en fait, dans ces équipements. Donc, ça explique pourquoi on a cette consommation qui est justement aujourd'hui à peu près stable, autour de 900, 950, simplement à cause de ces équipements qui ont été implémentés chez nous. Alors, c'est un choix personnel, hein, c'est un choix même du foyer. L'usage en est complètement différent, la consommation d'eau est bien différente parce qu'on est à 9 mètres cubes au lieu de 25. Il y a pas photo, hein. Alors, bien sûr, ça consomme plus d'énergie, mais c'est aussi pour ça qu'on avait calculé. Et c'est aussi pour ça que justement on aura une évolution dans notre installation. C'est aussi pour ça qu'on a autant de panneaux solaires et qu'on a une production aussi élevée. Maintenant, toute la technique qui va devoir être faite, et c'est malheureusement quelque chose qui est beaucoup plus compliqué que je pensais, c'est de pouvoir utiliser cette production pour la diriger au maximum sur cette partie consommation, c'est-à-dire de faire en sorte, alors bien sûr pas l'hiver, mais en tout cas à partir du printemps, de faire en sorte justement que cette production soit totalement absorbée par les gros consommateurs et donc du coup par le spa. Donc ça, c'est un chantier qui est prévu. Malheureusement, on peut pas, ce sont des équipements qui ne sont pas connectés, qui ne sont pas connectables dans l'état actuel, et on ne peut pas désactiver une prise sur ces appareils, parce qu'il y a beaucoup d'électronique dedans, il y a beaucoup de systèmes avec une certaine intelligence, et là, ça supporte très très mal le contact sec, c'est-à-dire la désactivation électrique ou réactivation électrique. Donc c'est vraiment pas une bonne idée. Ça, c'est un coût à les détruire, et ça coûte très cher en maintenance. Donc du coup, ce serait pas vraiment envisageable. Donc du coup, pour le moment, nous, on est plutôt en mode manuel, c'est-à-dire dès qu'on voit qu'il fait chaud, qu'il fait beau, on active les montées de température de manière à justement couvrir et à transférer le maximum. D'ailleurs, c'est ce qu'on doit voir par exemple cette semaine. Si je suis ici, hop là, on va faire celui-là. C'est exactement ça. Donc, on essaie de couvrir au maximum justement cette consommation avec la production pour être. Bien sûr, il y a des foirées, hein, ça c'est normal, mais pour être certain de pouvoir justement exploiter cette production maximale au sein du gros consommateur. Donc voilà un peu la situation. Donc sinon, si je reviens sur ça, la production en question a été, hormis la partie météo et la partie maintenant équipement de consommation, a été assez régulière. Je n'ai pas eu de panne particulière. La seule panne qui a été observée, c'est ici sur les batteries. Donc durant l'été, en fait, j'ai un des deux blocs batterie qui est tombé en panne. Donc le temps qu'ils viennent, que l'équipe SAV vienne
viennent remplacer le bloc, parce que ce sont des vieux blocs, donc c'est des emphase AC2, en fait, ça a justement été moindre en utilisation. Donc c'est pour ça que les barres vertes sont un peu plus légères, simplement que le deuxième bloc était désactivé. Deuxième chose aussi, c'est que dans une des vidéos, j'avais expliqué comment faire et comment mettre en place la charge nocturne. C'est quelque chose d'intéressant, mais c'est quelque chose que je vais désactiver. Pour plein de raisons. La première, c'est que finalement, avec les blocs AC2, c'est pas 1.2, c'est pas forcément optimal. Le système marche moyen. Deuxième chose, c'est que ça fait des cycles vides, des cycles pour rien. Et puis ça tire une consommation qui n'est pas vraiment utile, parce que moi j'ai peu de conso le matin, hormis les machines à café, etc. J'ai pas vraiment de consommation nécessaire que pourrait justement couvrir cette partie-là. Et dernier point, c'est que de toute façon, à 100 watts de chargement, ça fait quand même pas lourd si on regarde la partie utilisable. Donc si je reviens ici, énergie, et que je prends aujourd'hui, vous voyez, c'est ici, c'est ça, en fait, 100 watts en continu. Ok, et puis après, il se retrouve dispo ici, et pour tirer direct, pour se remettre quasiment à vide en 3 minutes. Donc du coup, la partie charge nocturne n'est pas vraiment quelque chose d'adapté pour mon installation. C'est très bien pour d'autres installations, c'est sans doute très bien pour d'autres contextes, mais dans mon contexte particulier où je suis sur une régie locale avec des prix qui sont assez fixes, j'ai pas de prix variable, j'ai pas de prix tempo, j'ai rien de tout ça, j'ai juste un prix dégressif, certaines parties, donc les heures creuses, heures pleines. Donc du coup ça pourrait être intéressant si vraiment ça chargeait à bloc, mais c'est pas vraiment le cas, donc du coup je préfère favoriser la charge de la voiture, donc c'est ce qu'on voit ici, la consommation pour la voiture dans la charge nocturne, parce qu'on avait besoin qu'elle soit chargée à bloc le matin. Donc du coup ça, je vais sans doute le désactiver, je vais laisser la batterie continuer à fonctionner comme elle fait normalement, c'est-à-dire se charger en surplus, etc. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Oui, en termes d'évolution, donc justement parce que je parlais des évolutions, qu'est-ce que j'ai prévu dans les prochains mois? Alors, dans quelques semaines, parce que j'ai prévu ça en mois de juin, toute cette ligne qui est ici, donc cette ligne est une ligne IQ7, plus celle-là, vont bouger de là à ici. Donc du coup, je vais transférer tous mes équipements IQ7 et IQ7+, sur une exposition nord, pour simplement avoir, donc c'est ce qu'on va voir ici, je vais comprendre plus simplement, ok, si je prends une journée, pour simplement avoir je cherche une belle courbe, parce que c'est un peu chaotique en ce moment, ouais, voilà, une belle courbe, pour augmenter la disponibilité et la production matinale. En fait, aujourd'hui, j'ai une production à bloc la journée, c'est très bien, hein, mais la journée, en fait, j'exporte. Donc, du coup, ça n'a pas vraiment un intérêt formidable que de se retrouver en surproduction, et encore, on n'est pas en plein été, hein, que de se retrouver en plein export et puis renvoyer tout au réseau de manière gratuite. C'est très généreux pour mes voisins, c'est très généreux pour ma régie locale, mais c'est pas quelque chose de fondamentalement intéressant. Donc là, quand j'exporte quasiment l'intégralité des 3 kilos, ça n'a pas d'usage, alors que j'aurais bien besoin d'avoir une production qui soit plus importante le matin. Donc ça, c'est l'exposition sud qui est plein pot, en fait. C'est pour ça qu'à partir de midi, ou même 13h, on a une exposition qui est maximale, parce qu'en fait, on est tous les panneaux qu'on voit à cette zone, donc les panneaux qui sont ici, sont des panneaux qui sont exposés sud, et donc du coup, qui sont à leur plein potentiel. Alors c'est très bien, hein, si j'avais que ça. Moi, j'ai beaucoup d'autres panneaux, donc du coup, si je fais un zoom dessus, vous allez comprendre. Donc, j'ai beaucoup d'autres panneaux qui sont ici. Donc, ça, c'est des M215. Ça, c'est des IQ7+. Ça, c'est des IQ7. Alors, l'idée, c'est de basculer tous ces IQ7 sur l'exposition nord pour bénéficier du matin. Et j'aurai quand même quelque chose d'après-midi. Mais par contre, blinder au même endroit tout un tas d'IQ7, de M215. C'est-à-dire de remplacer l'intégralité des IQ7 actuels par des M215, de manière à avoir une production assez uniforme. Donc, si on prend l'exemple de ces panneaux-là, donc on aurait autour d'1 kW, 1 kW 10 par panneau, enfin par micro-onduleur et panneau, ce qui est largement suffisant parce qu'on en parle, là il y en a 9. Hein. Donc 9 panneaux, ça fait quasiment 9 kilos chacun, donc allez on va dire 10 ou 12. 12 kilos plus les 6 qui sont déjà là, donc du coup on a déjà 18 kilos qui sont quasiment produits par cette face-là.
Donc je préfère basculer cette production qui monte à 1.6, mais la basculer, et quitte à ce qu'elle soit un peu dégradée, c'est-à-dire qu'elle passe non plus de 1.6 à 1.20, mais c'est pas grave, j'aurai 1.20 qui serait en exposition nord, c'est-à-dire le matin, donc qui serait disponible le matin à bloc. Donc c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui et c'est quelque chose qui va être effectué donc dans les semaines à venir. Donc ça c'est la première chose, c'est la modification complète de la partie positionnement et placement des panneaux. Alors c'est quelque chose qui va être fait, donc c'est déjà en cours de discussion. Cette fois je ne vais pas le faire moi, je vais faire l'installation par une entreprise que j'ai contractée, qui est une entreprise active dans le coin, que je cite sans aucun accord avec eux, j'ai aucune négociation particulière, je vais payer le prix qu'ils m'a demandé pour le faire. C'est une entreprise qui s'appelle Soleil, qui est sur la région Rhône-Alpes, particulièrement sur le bassin ancien et le bassin proche frontière. Je suis même pas sûr qu'ils soient au courant que je suis en train de donner leur nom, mais tant mieux pour eux. C'est une entreprise qui est active dans la région, donc proche frontière suisse et puis bassin ancien. Ils sont très bien, ils ont installé énormément de personnes que je connais. Ils sont très pros, carrés, très efficaces. Ils ont des installations qui sont vraiment de bonne facture et qui sont faites de manière correcte et avec un prix tout à fait raisonnable. Donc je les ai contactés et moi j'ai tout l'équipement, mais par contre cette partie j'ai pas envie de monter sur le toit pour plein de raisons personnelles, donc je préfère laisser à leurs équipes de faire le travail et puis comme ça en fait moi je leur fournis tout l'équipement, toute la partie est déjà prête, etc. Il me manque je crois un panneau et des attaches qui vont me fournir, donc ils vont me facturer ça et puis comme ça en fait l'installation moi je la recâble et je la reconnecte directement. Alors, pour info tout le câblage est déjà prêt aussi, j'ai tiré une ligne durant l'été 2024, qui est prête à être utilisée, qui partira sous ce toit là pour pouvoir relier en fait tous les IQ7. Dans le tableau général, dans le tableau électrique où se trouvent les curelets, rien ne changera. Il y aura juste un dispatch qui va être un peu différent. C'est-à-dire que là, je vais laisser les 12 panneaux ensemble, donc les 12 futurs M215, et puis ceux-là, les 3 là, je vais les rejoindre en fait avec cette ligne là. Pour une raison simple, c'est que là, en fait, la production maximale n'est pas au même tempo, en fait. Donc là, on a une production maximale qui est assez diversifiée. Là, on est à l'ombre. Donc quand lui, il sera à bloc, en fait, on aura une partie des panneaux à l'ombre, ce qui fait que ça fait un équilibrage, en fait, de charge. La seule crainte que j'ai, ce serait potentiellement le nombre de panneaux sur la même ligne, c'est-à-dire parce qu'en fait chaque micro-onduleur a un petit impact sur le réseau et qui peut déclencher en fait en cumul les interdiffs. Donc les interrupteurs différentiels vont justement détecter ces pertes de charge ou ces variations de fréquence et peuvent justement sauter en fait parce qu'il y a trop de panneaux sur la charge. Donc c'est quelque chose que je regarderai à voir. Est-ce que je les remets ensemble et comme ça là il y aura une ligne complète. C'est vraiment pas une question de limitation maximale parce qu'en l'occurrence on est sur les M215 donc on a 200 volts ampères max 215. Donc là il y a 12 allez, il y en aura 15 micro-onduleurs fois justement 200, ça fait vraiment pas le maximum que peut tenir la ligne. Donc c'est pas du tout un problème de production maximale, c'est vraiment un problème de différence de chacun des micro-onduleurs. Donc c'est quelque chose que je monitorerai. Donc dans un premier temps, je pense plutôt les basculer sur cette ligne-là. Si je vois que ça saute, parce que c'est ce qui se passe en fait. S'il y a trop d'interférences avec un trop grand nombre de panneaux, le système c'est l'interdiff qui tombe directement à cause de ça en fait, à cause de cette partie différence de potentiel, je crois. Bref, l'interrupteur différentiel tombe à cause de ce problème-là. Donc je verrai si je les rebascule dans ceux-là ou si je les laisse avec ceux-là, on verra l'usage. Pour les IQ7, donc les IQ7 ce seront les 9 qui seront ici, donc les 9 actuels seront ici, plus celui-là, donc on restera sur la ligne qui est déjà dédiée aux IQ7, c'est juste qu'ils changent d'orientation. Donc voilà pour la partie panneau solaire. La deuxième amélioration, ou du moins la deuxième installation qui est prévue pour justement mon foyer, ce sera en fait ici, posé à l'extérieur, donc front de mur, donc au-dessus du garage, pour justement alimenter cette voiture. Donc il y a déjà une hybride rechargeable. Donc c'est le chargeur de chez Enphase. Pour une raison simple, c'est que avec tout ça, je vais être à peu près à une puissance théorique de 9 kg. Alors la puissance théorique de 9 kg est très intéressante, mais c'est pas ça qui importe
c'est la valeur d'exportation. C'est-à-dire que moi, j'ai une consommation, si j'enlève le spa, c'est une consommation qui est assez raisonnable au sein du foyer, ce qui fait que j'ai beaucoup d'exports, je suis en surproduction très régulièrement. Et la surproduction, comme vous voyez là, c'est quasiment 4 kilos, c'est 3 kilos, donc c'est de l'export que je fais. Les chargeurs en phase, donc qui sont des chargeurs de véhicules électriques, sont des chargeurs qui sont capables, seront pilotés qui sont pilotés par l'appareil, donc du coup par la gateway, et la gateway va déclencher justement la charge, qui s'appelle la charge verte, je crois, va déclencher la charge verte à partir du moment où il y a une surproduction. Et il y a une surproduction avec un critère stable et surtout un critère assez large. C'est-à-dire, je crois que c'est 800 watts minimum, mais surtout il faut plutôt que ce soit à 1006 qui soit stabilisé, donc de manière à pouvoir activer le transfert de charge, c'est-à-dire activer la charge au véhicule. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est tout simplement comme le spa, les appareils et surtout les voitures supportent très mal le clac, 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 c'est-à-dire activation, désactivation, activation, désactivation. C'est vraiment des systèmes électroniques complexes et donc du coup, l'appareil ou du moins l'interface qui connecte la prise avec la voiture en fait supporte très mal la désactivation sèche ou du moins le fait qu'on tombe directement le système ou la prise électrique par exemple. Donc que ça arrive de manière accidentelle ou de manière non régulière, ça va, mais un chargeur de voiture qui serait trop bas, ou il y aurait une production qui serait trop basse par rapport à la consommation, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas assez de volume d'export, ferait que le système en mode charge verte ferait de l'activation, désactivation en continu, et la voiture supporte très très mal ça. Et ça, c'est vraiment destructeur, et ça peut vous poser des problèmes d'après-vente avec votre véhicule, c'est-à-dire que s'ils voient, je pense que tout ça est logué au sein du véhicule, s'ils arrivent à observer lorsque vous amenez votre véhicule en panne et qu'ils observent que vous avez des activations, désactivations continues, en fait, ça va être très certainement problématique en termes de SAV. Donc du coup, il faut plutôt avoir une production qui soit largement exportatrice pour pouvoir implémenter le mode charge verte. Donc le mode charge verte, c'est simplement, j'appelle ça charge verte, je crois que c'est le nom, mais en tout cas ce mode-là veut dire qu'on n'utilise que l'énergie solaire, c'est-à-dire la surproduction, pour charger le véhicule. Donc ce qui est très bien en théorie, mais ce qui impose d'avoir justement un volume de charge très important. Donc un volume disponible très important, donc un volume qui est exporté aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'on pourrait très bien faire le chargeur en mode consommateur classique, c'est-à-dire que il prend tout ce qui est en export et puis quand à un moment il y a un pic de consommation comme ici par exemple, en fait là du coup il apporte du réseau. C'est aussi un mode, c'est je crois le mode mixte qui est possible et dans ce cas-là, en fait c'est un chargeur qui devient un consommateur comme un autre. Donc cet appareil, donc ce chargeur en phase, a cette possibilité de pouvoir avoir plusieurs modes. Et c'est quelque chose que je regarde justement pour mettre en place et d'avoir une espèce d'exploitation au maximum de cette partie-là, donc de cette partie export, pour justement transférer ça dans la voiture. Donc je regarde effectivement, donc je suis en train de voir pour l'acheter, le faire installer ou l'installer moi-même. Donc parce que la certification, moi je m'en bats un peu les oies, donc du coup moi c'est plus le fait de l'avoir et le fait de la connecter. Donc le câblage est déjà prévu, le disjoncteur est déjà prévu, donc tout est prévu, il n'y a plus qu'à l'installer au niveau du muret, de faire le dernier câblage, les derniers mètres, d'avoir l'appareil, de le connecter. Son placement aussi au niveau du foyer est aussi prévu, et c'est un placement avec un câble. L'avantage de ce chargeur-là, c'est qu'il a un câble de 7 mètres. Ce qui est pas négligeable, c'est ce qui me permet de pouvoir, si je viens dans cette vue, encore une fois, mon véhicule hybride est par ici, le deuxième véhicule potentiel électrique serait par là, donc le câble de 7 mètres en fait pourrait couvrir et pouvoir charger justement le deuxième véhicule de manière assez confortable. Donc du coup, ce câble-là nous permet d'avoir un seul chargeur qui serait abrité de la pluie, abrité de l'eau, même s'il a une protection IP suffisante pour être à l'extérieur, mais tant qu'à faire, autant le protéger au maximum et éviter qu'il soit face à la pluie. Donc ça, c'est la deuxième amélioration. Donc je rappelle, la première, c'est de rajouter 1000 watts de plus, autour de 1000 watts. La deuxième, c'est justement de mettre en place ce chargeur justement en face.
troisième amélioration ou troisième chose que je suis en train de regarder, c'est la partie batterie. Parce qu'effectivement, comme vous voyez ici, j'ai déjà une batterie en phase, enfin j'ai 2 blocs batterie en phase. Ce sont des petits blocs, donc du coup c'est des petits blocs qui sont un total de 2400 watts avec une sortie maximale par appareil à 260 ou 250 watts, donc ça fait 500 watts à pic. Bon, c'est très sympa, hein. Moi j'aime bien, je trouve ça chouette, mais bon, c'est quand même limité, quoi. C'est pas quelque chose qui va permettre de pouvoir couvrir, ne serait-ce que quand on allume un sèche-linge ou un sèche-cheveux. Un sèche-cheveux, par exemple, c'est 1000 watts, c'est déjà 1000 watts. Ça couvre la moitié, donc du coup, j'importe du réseau malgré ça. Donc, le principal avantage que je vois à ces blocs-là, c'est la partie consommation nocturne. C'est justement de pouvoir exploiter ces batteries, justement, sur le plancher, ou du moins la partie, consommation plancher de la maison, qui est la consommation nocturne, et auquel cas, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit, on consomme à peu près 500 watts, on voit qu'on est justement à une partie qui couvre à peu près justement toute cette charge. Donc ça, c'est la partie aujourd'hui. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est de trouver un système de stockage qui soit plus adapté ou plus récent. Alors, bien sûr, je suis le premier à promouvoir les plateformes en phase. Donc du coup, la 5P est vraiment quelque chose que je regarde. Le problème pour moi de la 5P, c'est mon installation. Donc qui est un mix d'IQ7 avec des M215. Donc du coup, pourquoi je dis ça, c'est que ça veut dire que c'est quelque chose qui est pas forcément compatible natif avec la 5P. C'est quelque chose qui pose aujourd'hui souci, parce qu'on a un mix avec des IQ8, enfin, normalement, il faudrait des IQ8 ou des IQ7 pour avoir le bénéfice de ces appareils. Donc, semblerait-il ce soit compatible, que ça fonctionnerait bien. Maintenant, ça reste à prouver. Et honnêtement, les 4000 € que coûte l'appareil, ça me fait un peu suer de payer 4000 € pour tester, quoi. C'est gentil, parce que moi, je les reçois pas. Hein. Je n'ai aucun partenariat avec aucune marque, quand bien, même si vous l'imaginez, je n'ai aucun avantage avec Enphase. Je paye le matériel comme tout un chacun. Et moi, c'est pour ça que justement, j'ai des installations qui sont des fois plutôt hétéroclites. Donc la 5P est quelque chose qui m'intéresse, mais le tarif est quand même assez élevé. En tout cas, c'est tout à fait... je dis pas que c'est prohibitif, parce que quand on compare pour 5 kilos, une installation 5 kilos totalement managée, etc., c'est à peu près le tarif aujourd'hui, hein, même chez les autres. Hein. C'est juste que les autres, en fait, les autres providers communiquent sur des installations à 2 kilos, donc c'est divisé par 2,5. Donc forcément, le tarif est aussi diminué par 2,5. Si on prend une Zendur, la Zendur est autour des 1000-1200, mais c'est 2 kilos. Donc si vous mettez un deuxième bloc pour arriver à 4 kg, donc s'il faudrait quasiment 2 blocs de plus pour être comparable, 3 blocs, on est déjà autour des 3500 et qui est à peu près le tarif. Donc du coup, ce tarif n'est pas si prohibitif. La seule chose, c'est qu'en théorie, il faudrait le faire installer par un professionnel, ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'il faudrait que ce soit quelque chose qui soit sûr d'être fonctionnel chez moi, ce qui n'est pas totalement garanti de par mon installation plutôt hétérogène. Donc du coup, je suis encore en phase de réflexion. Le côté, j'ai aucun accord encore une fois avec aucun partenaire, que ce soit Zendur ou les autres. Les Synology ou autres marques sont aussi intéressantes. Je trouve que l'option proposée par Zendur est quelque chose d'intéressant. Leur dernière génération est plutôt sympa, plutôt pratique, semble assez efficace. Après, est-ce que le marketing est très bon et que les différentes communications qui sont faites par les influenceurs actuellement, puisqu'ils reçoivent le matériel sponsorisé, donc du coup ça aide un peu ils sont payés carrément, donc du coup ça aide un peu à plutôt promouvoir le matériel. Est-ce que c'est vraiment le cas? Je sais pas encore, je ne suis pas encore convaincu, donc du coup c'est pour ça que je n'ai toujours pas sauté le pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais pas maintenir avec les blocs AC1, C2, 1.2, donc les blocs que j'ai actuellement, même si à un moment je regardais ça tout simplement parce qu'ils sont plus produits, parce que les dernières productions ont déjà au moins 2 ans, elles étaient garanties 5 ou 10 ans je crois, donc ça veut dire que même les blocs d'occasion aujourd'hui sont rincés,
Voilà, c'est ajouter de la galère en fait dans mon installation, sachant que pour info, une batterie qui n'a pas été installée dans les 12 mois ou 18 mois, je crois, en fait, elle se trouve en erreur et elle n'est pas rechargeable. Donc du coup, même un stock qui aurait pas été consommé ou une batterie qui aurait pas été installée depuis, en fait, c'est quasiment inutilisable parce qu'en fait, la batterie n'est pas réexploitable quand elle n'a pas été connectée une première fois. Donc voilà, donc je reste pour l'instant en observation. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais c'est vrai que la batterie c'est un sujet ouvert chez moi, c'est un sujet vraiment qui m'intéresse. J'attendais aussi la partie véhicule électrique avec le véhicule to home, donc le V2H ou V2L, donc véhicule to load. Véhicule to load, c'est simplement d'avoir une prise 220 volts et de pouvoir connecter votre machine à café 2 sur la voiture. J'en vois pas l'intérêt, je fais pas de camping, donc moi c'est vraiment pas un sujet pour moi. Par contre, l'exploitation de ce véhicule to load pour le transférer en batterie externe pour le foyer, donc du coup les V2H, serait quelque chose de beaucoup plus intéressant. D'où le chargeur aussi, puisque le chargeur en phase, c'est le seul aujourd'hui, enfin c'est un des seuls, qui est configuré, ou du moins qui est prêt pour le V2H quand ce sera intégré dans les véhicules. Aujourd'hui, c'est principalement le véhicule le problème, c'est que les véhicules n'ont toujours pas implémenté en fait cette option-là. Et même les dernières générations, en fait, ils parlent de V2L, mais pas de V2H. Donc ça veut dire qu'on n'a pas cette notion de transfert potentiel sur le véhicule, sur le foyer. Donc voilà, donc la batterie c'est un sujet ouvert, c'est un sujet où je suis pas encore clair. Alors peut-être qu'une Zindur à 1200 balles sera un investissement que je ferai comme un cadeau de Noël ou un cadeau d'anniversaire, je sais pas, mais c'est pas, je le vois pas comme un investissement pour le coup, parce qu'en fait l'avantage c'est que c'est directement sur une prise électrique, si on peut appeler ça, en mode utilisation simple et plug and play. Maintenant, le plug and play, il faut quand même une prise renforcée, donc ça veut dire qu'il va falloir quand même bricoler quelque chose, ou monter une prise dédiée avec un équivalent que j'avais fait pour le véhicule électrique. Donc du coup, c'est quelque chose qui devra être fait localement à la maison avec une ligne dédiée, un disjoncteur, et puis justement cette prise renforcée pour connecter cet appareil. Mais on verra. Donc voilà les prochains investissements. Ce qui est sûr et déjà acté, c'est la partie solaire. Ce qui est en suspens, mais qui devrait arriver soit cet été, soit un peu après, ce sera le chargeur de batterie, un chargeur de voiture plutôt. Et quant à la batterie, soit ce sera un achat compulsif, genre en mode cadeau. Voilà mon petit cadeau de Noël ou cadeau d'anniversaire. Mais en tout cas, il n'y a rien de clairement dédié pour le moment là-dessus. Pour plein de raisons. Donc voilà un peu le bilan de l'année. Donc l'année 2024, si je reviens ici et que je vous montre l'année. Donc c'était une année vraiment plutôt satisfaisante et avec de gros changements qui vont justement se confirmer pour 2025 parce que les appareils sont maintenant désormais là et les appareils sont des gros consommateurs. De plus, il y a des chances qu'on ait un véhicule électrique qui arrive à la maison. Donc du coup, voilà un peu le bilan de l'année et les consommations ne vont faire qu'augmenter en tout cas dans notre foyer.